Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Le Cameroun se prépare à l'élection présidentielle d'octobre sur fond de tensions dans les régions anglophones du pays. Au Burundi, l'opposition, elle, prend ses marques pour la présidentielle de 2020 avec la création du Front national pour la liberté d'Agathon Rwasa. Bonsoir. Au Cameroun, le climat de sécurité se détériore dans les zones anglophones du pays. Une situation qui a poussé beaucoup de fonctionnaires à vider les lieux. Mais les autorités camerounaises veulent réinstaller ces fonctionnaires à leur poste. C'est ce qu'indique une note signée de Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence. Les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité et les séparatistes anglophones armés qui se réclament d'un État indépendant, l'Ambazonie. Ces derniers ont d'ailleurs annoncé que l'élection présidentielle du 7 octobre n'aura pas lieu en zone anglophone, une zone qui comprend les régions du nord-ouest et du sud-ouest. De la présidentielle au Cameroun, parlons-en justement avec un des candidats, Cabral Libi, 38 ans, promoteur du mouvement 11 millions de citoyens, investi par un parti présidentiel, par un parti politique à cette présidentielle, au parti Univers. Monsieur Libi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Alors, la situation sécuritaire, on le disait en début de ce journal, dans les régions anglophones du Cameroun, se détériore et les séparatistes jurent la main sur le cœur qu'il n'y aura pas d'élection là-bas. Est-ce que vous partagez cet avis? Et Cabral Libi, président, qu'allez-vous faire pour résoudre cette crise anglophone qui dure? C'est clair que dans certaines parties, en tout cas dans certaines zones de la partie anglophone du Cameroun, il ne sera pas possible d'organiser des élections, même dans l'hypothèse où la guerre, puisqu'il s'agit bien d'une guerre, j'ai pu le vivre par moi-même parce que je me suis rendu à Batibo, qui est une localité de cette zone-là. Même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, ce serait difficile parce que les dégâts sont tels qu'on ne pourrait pas les rattraper d'ici le 7 octobre. Néanmoins, il faut y aller parce que la solution passe par là. Je suis de ceux qui pensent, et avec beaucoup de Camerounais, que 40% de la solution à la crise anglophone, c'est le changement du président de la République. Ce serait une chose. Une fois donc que moi je serai élu, la première chose que je ferai, c'est que j'irai dialoguer avec mes compatriotes anglophones parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Ce qui a exacerbé cette crise, c'est le mépris et la condescendance. Deuxième chose, je reformerai la forme de l'État. Je mettrai donc en place un État régional, ce qu'on appelle le régionalisme, qui est en fait à mi-chemin entre l'État unitaire et l'État fédéral, parce que nous pensons au Parti Univers qu'on peut arriver aux mêmes objectifs que le fédéralisme en passant par le régionalisme. Et puis, troisième chose, nous sortirions le Cameroun de la captivité francophone anglophone dans laquelle nous sommes depuis 1916 en érigeant les langues nationales au rang de langue officielle. Un plan donc chargé alors. Mais pour cela, il faudrait déjà gagner cette élection. Mais l'opposition va justement à cette élection en rang dispersé. On s'attendait à une candidature unique de l'opposition, surtout pour une élection à un tour. Comment envisagez-vous les choses? Il faut rappeler qu'en 1992, il y a bientôt 30 ans, un candidat avait gagné l'élection présidentielle à un tour au Cameroun. Certes, il n'a pas pu le prouver, mais il y avait 13 candidats à l'époque. Maintenant, il y en a 9 dont les chances de victoire pour un des candidats de l'opposition, de notre point de vue, sont intactes. Ça, c'est d'un. Mais il est clair que si les opposants se mettent ensemble, ça accroît les chances de victoire. C'est ce à quoi nous travaillons effectivement. En ce qui me concerne, j'ai adressé une correspondance à tous les autres opposants, leur suggérant que nous nous retrouvions en conclave et que nous arrêtions des critères de choix objectifs d'un des candidats qui dirigerait dans la coalition et qui gagnerait, gouvernerait le Cameroun et au bout de 5 ans organiserait des élections auxquelles il n'est pas candidat. En attendant, nous suggérons également que nous nous retrouvions afin de mettre en place une équipe collective des représentants dans les bureaux de vote. Il y en a plus de 20 000, la dernière fois même 23 000. J'affirme aujourd'hui, fort de ce que j'ai pu ressentir sur le terrain, j'ai fait 2 fois et demi le tour du Cameroun,
Le président sortant ne peut pas gagner. Il s'est taillé un code électoral sur mesure. Il ne peut pas vouloir d'élection à 2 tours parce qu'il sait que ça lui serait fatal. Il compte sur une élection à 1 tour pour construire, comme ils en ont l'habitude, leur fraude. Donc, si nous avons des représentants, nous, de l'opposition, dans chaque bureau de vote au Cameroun, le même soir, nous pourrions publier les résultats parce que la loi oblige les présidents de bureau de vote à faire des PV et les mettre à disposition des représentants des candidats. Alors, vous êtes jeune et le chômage est un fléau en ce moment au Cameroun. Cabral Libye, président, qu'allez-vous faire pour les jeunes en quelques secondes? On revient constamment sur ma jeunesse, c'est vrai, j'ai 38 ans, mais je rappelle toujours que le tout premier président du Cameroun est arrivé à cette fonction en 1960 à 36 ans, donc de 2 ans mon cadet. Donc je n'invente pas, je ne suis pas quelque chose d'étrange dans le champ politique. Mais effectivement, on parle beaucoup de chômage, mais on ne parle pas de sous-emploi. Le sous-emploi, en réalité, qui maintient les Camerounais dans la misère sous une apparence d'employabilité. Donc, on va régler la question d'abord du sous-emploi par le relèvement du pouvoir d'achat en réformant le SMIC, qui cessera d'être interprofessionnel pour devenir intraprofessionnel, c'est-à-dire un SMIC pour chaque corps de métier. Et puis, par l'agro-industrie, la construction et les investissements, nous l'avons démontré, nous créons en 5 ans 3,5 millions d'emplois. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Cabral Libye, merci d'être venu et on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci à vous. L'opposition reste toujours en politique. L'opposition congolaise prépare, elle, sa stratégie en vue de la présidentielle du 23 décembre prochain. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, candidats validés par la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mozito, invalidés, ainsi que Moïse Katumbi, qui n'a pas pu déposer sa candidature, ont signé hier à Bruxelles une déclaration conjointe. Ils ont prévenu de tenir la CENI et le gouvernement responsable du chaos et des conséquences d'une parodie d'élections. Ils exigent entre autres revendications le nettoyage du fichier électoral, la réadmission des candidats recalés à la présidentielle et l'abandon de la machine à voter. Le chanteur et opposant ougandais Bobi Wine séjourne en ce moment aux États-Unis. Élu député en 2017, il est vite devenu populaire pour son opposition ouverte à l'encontre du dirigeant ougandais au pouvoir depuis 1986. Bobi Wine a été arrêté et accusé de trahison avec des dizaines d'autres personnes. Il affirme avoir été torturé et violemment battu pendant sa détention. De passage dans les studios de VOA, il a été reçu dans l'émission Straight Talk Africa. Était également présent sur le plateau de l'émission l'ambassadeur de l'Ouganda à Washington. Je vous propose un extrait. J'ai été brutalement arrêté dans ma chambre d'hôtel. Et le premier motif d'arrestation donné par le gouvernement était qu'ils ont trouvé 2 mitraillettes dans ma chambre, ainsi qu'un stock de munitions. 10 jours plus tard, après m'avoir torturé et maltraité dans un lieu de détention militaire, ce qui est illégal, le gouvernement a soudain abandonné les charges. Je ne suis pas ici pour dire qu'il n'a pas été torturé. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, j'accepte vos excuses. Ce que je dis est que, quel que soit ce qui lui est arrivé, cela est sous investigation. La torture est une question technique. Son Excellence Bobi Wine ne peut pas dire « Regardez, mon nez est cassé ». Je ne suis pas docteur. Et tout cela sera évoqué en cours de justice. Vous avez dit que le rapport a été publié. Très bien, c'est parfait. Et quel qu'il soit, il sera respecté. La criminalité n'est pas commise par les citoyens ordinaires. Elle est au contraire commise par les forces armées. Vous l'avez vu à la télé. Vous avez vu les militaires, la police brutaliser des citoyens innocents. Si ça, ce n'est pas de la criminalité, je me demande ce que c'est. Politique toujours, l'opposant burundais et chef historique des Forces nationales de libération, Agathon Rwasa, se prépare à l'élection présidentielle de 2020. Élu député indépendant en 2015 au Parlement, il y occupe le poste de vice-président grâce à une coalition d'indépendants. Mais comme la nouvelle constitution interdit désormais les coalitions d'indépendants,
Il a créé le Front national pour la liberté. Abdourahmane Dia. La Constitution adoptée en mai dernier supprime une disposition clé des accords d'Arusha qui imposait au gouvernement d'octroyer des postes ministériels et de responsabilité à tout parti ayant obtenu au moins 5% aux élections. Cette nouvelle disposition frappe directement Agathon Rwasa. L'ancien maquisard a les élections de 2020 en ligne de mire. La loi burundaise, elle est là. Qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas, de toute façon, elle ne reconnaît pas les coalitions des électeurs. Et si nous voulons fonctionner normalement, nous devons nous ajuster. Et en nous ajustant, il faut créer des partis politiques. Agathon Rwasa, militant puis leader des Forces nationales de libération, a permis la mutation de ce groupe rebelle en parti politique. Mais pour lui, son nouveau parti ne sera pas juste une continuation des FNL. Depuis 2015, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme dénoncent les violences suite à la décision du président Pierre Nkurunziza de se représenter pour un troisième mandat. Plusieurs opposants ont quitté le pays, mais pour Agathon Rwasa, il est important de prendre part à la vie politique. Le mouvement politique, c'est ce qu'il est, mais nous plaidons à ce qu'il y ait des changements. Nous voulons que les Burundais comprennent que ce Burundi, c'est pour tous les Burundais. Le président Pierre Nkurunziza, après avoir fait adopter la nouvelle constitution lui permettant de se représenter jusqu'en 2034, a créé la surprise en déclarant qu'il n'allait pas se représenter au scrutin présidentiel de 2020. Les funérailles nationales de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, ont eu lieu ce jeudi au Ghana, son pays natal, en présence de nombreux chefs d'État et dirigeants du monde entier. La cérémonie sobre et religieuse s'est déroulée au Centre international de conférences d'Accra et marque la fin de 3 jours de deuil national où Ghanéens et dignitaires ont pu rendre un dernier hommage à Kofi Annan. La dépouille de l'ancien patron des Nations Unies repose désormais au cimetière militaire de la capitale. Un comité chargé de coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin vient d'être créé au Bénin justement par le président Patrice Talon. Il est composé de 10 experts. L'une de ses missions est de travailler avec la France sur les modalités de restitution des œuvres d'art appartenant au Bénin et qui doivent donc être retournées. Voyage et tourisme en Afrique, c'est le thème du sommet sur le tourisme qui se tient à Cape Town, en Afrique du Sud. Plusieurs acteurs du secteur touristique mondial participent à cette rencontre organisée par l'entreprise Airbnb et dont l'objectif est non seulement de promouvoir le tourisme, mais aussi de partager des ménages avec les visiteurs. Les précisions avec Irénée Herman Ongbo. Cape Town au rythme de la diversité culturelle africaine. Et c'est Airbnb, le géant de la location, qui donne ici le ton avec ce sommet réunissant plusieurs acteurs du tourisme dans le monde. Ce dont nous parlons ici à Langa, en Afrique du Sud, concerne tous les 54 pays du continent. Nous examinons la croissance des voyages, comment gérer cette évolution des mouvements et être sûr qu'elle puisse être génératrice des revenus. La mobilité à moindre coût était l'une des questions majeures à ce sommet sur le tourisme. Les participants ont scruté quelques exemples clés en vue d'identifier un modèle type bénéfique à tous comme celui du Kenya. Nous avons créé un visa pour 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Ainsi, vous n'aurez pas seulement le Kenya comme marché, comme destination. Donc vous pouvez voir la migration de la faune, vous pouvez profiter des plages de Mombasa, vous pouvez aller au lac et au Nil. Ensuite, vous pouvez aller au Rwanda et voir les gorilles. Nous devons vraiment revoir nos objectifs avec tous ces produits. Les gens recherchent des expériences authentiques, que ce soit ici ou à travers le continent. Mais comment les commercialisons-nous? Est-ce de façon raisonnable? Nous ne pouvons pas ignorer ce potentiel. Ils mettent ici les bouchées doubles en vue d'identifier un mécanisme global de promotion et de développement du tourisme en Afrique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Le cancer fait toujours des ravages et le nombre de personnes touchées par ce fléau augmente selon un dernier rapport sur la question. Au Togo, une nouvelle application pour les mototaxis vient de voir le jour. Objectif, sécuriser le service des transports. Et puis en sport, le Ghana a un nouveau comité de normalisation. Il a été installé ce jour. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec la santé et c'est Mouamadou Oumfa, notre collègue qui est là, co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir, diffusée donc sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Bonsoir Mouamadou. Bonsoir John. Alors aujourd'hui, nous parlons de cancer, le cancer dont les chiffres augmentent et le Centre international de recherche sur le cancer a publié hier un rapport qui tire la sonnette d'alarme. Que peut-on en retenir ? Oui, et les conclusions sont alarmantes. Ce Centre international de recherche sur le cancer parle de 18,1 millions de nouveaux cas de cancer et 9,6 millions de décès en 2018. D'après les estimations de ce centre qui ont été établies pour 36 cancers, dans 185 pays, le cancer du poumon est de loin le plus meurtrier avec 1,8 million de décès. Il devance le cancer colorectal, le cancer de l'estomac, le cancer du foie et le cancer du sein qui est la principale cause de décès chez les femmes, avec 627 000 décès. Selon le docteur Christopher Wild, directeur de ce centre qui est basé à Lyon en France, ces nouveaux chiffres montrent qu'il reste beaucoup à faire pour répondre à l'augmentation alarmante du fardeau mondial du cancer et que la prévention doit y jouer un rôle clé. Alors, pourquoi y a-t-il tant de cas de cancer? Quels sont les facteurs, n'est-ce pas, qui risquent et comment les prévenir? Oui, en fait, le rapport en parle. Selon le rapport, l'augmentation des cancers est due à plusieurs raisons, comme par exemple la croissance démographique, le vieillissement, la hausse des facteurs de risque tels que le tabagisme, l'obésité, le manque d'exercice physique, une alimentation déséquilibrée. C'est exactement d'ailleurs ce que nous a confié un cancérologue. Il s'agit du docteur Adama Lee, que nous avons joint depuis Paris. Regardez. Connaître les facteurs de risque du cancer qui sont communs à tous les types de cancers, c'est-à-dire le tabagisme, l'alcool, les déséquilibres alimentaires, quand il y a trop de sucre, trop de gras, trop de sel et pas assez de fruits et légumes. Il y a l'obésité et la sédentarité, donc qui sont des facteurs de risque qui sont évitables. Deuxième facteur de risque, ce sont les facteurs de risque qui sont spécifiques au cancer du sein. Donc ces facteurs de risque, c'est par exemple les règles qui sont précoces. Vous avez la ménopause qui est tardive. Vous avez les traitements substituts hormonaux du cancer, de la ménopause. Vous avez aussi des problèmes de traitement de la contraception. Donc tout ça, ce sont des risques qui sont avérés, qui sont connus et pour lesquels il faut faire des dépistages précoces. Merci au docteur Adama Lee pour ces explications. Mouamadou, vous dites que pour freiner le cancer, j'ai envie de dire, il faut le détecter de manière précoce. Oui, c'est d'ailleurs par là que conclut le cancérologue que nous avons écouté tout à l'heure. C'est une des clés, sinon la principale clé pour faire face au cancer. Le traitement a plus de chances d'être efficace et les coûts moins élevés si le cancer est diagnostiqué très tôt. Malheureusement, les patients arrivent souvent quand il est trop tard et c'est donc par cela que nous allons terminer. Nous allons dire aux téléspectateurs, chaque fois qu'il y a l'occasion de vous faire dépister, n'hésitez pas. Plus vite l'on détecte la maladie, plus grandes sont vos chances de guérir. Un bon conseil, donc merci Mouamadou. Je rappelle que vous êtes co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. On reste en santé, direction le Zimbabwe, où une épidémie de choléra s'est propagée de la capitale Harare à plusieurs régions du pays et a fait au moins 24 morts depuis la semaine dernière, selon un nouveau bilan officiel qui fait état d'une pénurie de médicaments. Plus de détails avec Arzuma Compaoré. Selon le rapport conjoint du ministère zimbabwéen de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé,
Un total de 24 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie de choléra, dont 23 à Harare et 1 dans un district de Masvingo, ce qui a contraint les autorités à décréter l'état d'urgence sanitaire. Les chiffres augmentent chaque jour et à ce jour, il y a environ 2000 cas. Plus de 2000 cas et c'est un nombre assez important. Je suis venue ici après avoir reçu un appel disant que mon fils avait été hospitalisé. C'est tellement douloureux de perdre tant de gens et nous avons du mal à les pleurer vu les circonstances. J'ai la diarrhée et des vomissements. J'ai très mal à la tête et je saigne aussi. Dans un tweet mercredi, le président Emmerson Mnangagwa a exprimé son soutien moral et ses prières aux personnes touchées par l'épidémie. Il a également assuré la population du travail sans relâche des autorités pour contrôler la situation. Le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, a lui visité mercredi un centre médical de la capitale et appelé à l'aide internationale. Mais son parti, le MDC, dénonce l'interdiction des rassemblements publics à Harare, pointant une excuse pour interdire le rassemblement du parti samedi pour l'investiture symbolique de son chef comme président légitime du pays. Et nous voici en sport avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, on commence par cette riposte qui vient du Rwanda. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, accusé de tentative de corruption, lors du match Rwanda-Côte d'Ivoire, la Fédération rwandaise de football réplique. En effet, battu à domicile par les éléphants 2-1 dans les éliminatoires de la CAN 2019, le Rwanda aurait tenté de corrompre l'arbitre namibien Jackson Pavaza. Ce dernier dit avoir refusé avant la rencontre une enveloppe contenant de l'argent de la part de François-Régis Ouayezu, secrétaire général de la Fédération rwandaise de football, et du responsable des compétitions, Eric Rouamiriza. Dans un communiqué, la Fédération considère que cette enveloppe correspondait au remboursement des frais de voyage supplémentaires auxquels l'arbitre a dû faire face et pour lesquels il aurait lui-même demandé un dédommagement. Affaire à suivre donc. La FIFA a installé ce jeudi le comité de normalisation de la Fédération ghanéenne de football. Cette équipe, présidée par Kofi Amoa, va désormais gérer les affaires de l'instance avec pour mission d'organiser de nouvelles élections d'ici à une date à préciser. Ce comité est né suite à la crise qui s'est installée entre le gouvernement ghanéen et la fédération, après la publication des investigations du journaliste Anas Aremayai Anas, des accusations de corruption de membres influents de la fédération qui ont conduit notamment son président Kwesi Nyantaki à démissionner. Et puis, avant de vous quitter, je vous propose ceci. Si vous doutez, c'est bien Usain Bolt, le célèbre sprinter jamaïcain, la légende de l'athlétisme, a tenté un sprint en apesanteur dans la carlingue d'un avion vêtu d'une combinaison de cosmonautes, comme vous le voyez. Bolt a pris place dans un Airbus lors d'une opération montée par une marque de champagne dont il est l'ambassadeur. Sacré Bolt. À demain. Merci Yacouba Ouédraogo. Communément appelés Zemindjang, les taxis-motos du Togo viennent de voir débarquer une nouvelle application mobile. Elle se nomme Gozem, de l'entreprise du même nom. Elle est directement inspirée de l'expérience de Uber. Son objectif, rendre plus transparent le calcul des coûts de transport et sécuriser le service en lui-même. Le reportage est de Christelle Menza. À Lomé au Togo, le transport le plus prisé est le taxi-moto appelé Zemindjang. Cela signifie « emmène-moi vite en fond », langue du sud du Bénin, d'où ils sont originaires. Emmène-moi vite, mais pas à n'importe quel prix. En effet, il n'est pas rare de voir clients et conducteurs se chamailler le prix de la course. Pour pallier à cela, l'entreprise Gozem vient de créer une nouvelle application mobile censée faciliter la vie des clients. Nous avons fait les recherches dans la ville avec un peu des émissions juste pour suivre les trajets et les prix par kilométrage. Et après, nous avons développé un système qui calcule les prix en moyenne. Gozem ambitionne également de sécuriser les courses effectuées par les Zemindjang pour réduire le nombre d'accidents dont ils sont souvent à l'origine, dû au manque de formation des conducteurs. Ça va améliorer nos conditions de conduire. Et en plus, ça avantagera aussi même les clients, puisqu'il y a certains clients
qui ont peur de nous, puisque ce n'est pas n'importe quel étudiant qui est sérieux, honnête. Nous-mêmes, on est bien protégés avec Gozem, puisqu'on a aussi des assurances et on a le port de tenues et de casques qui est toujours très avantageux pour nous. Inspiré de l'expérience du beurre qu'il a expérimenté au Nigeria, le directeur de Gozem Togo a eu l'idée d'exporter ce procédé à Lomé. Son chargé de clientèle nous explique comment cela fonctionne. Le processus commence à partir de quand vous sentez le besoin de vous déplacer. Donc vous vous connectez à l'application passager. Le GPS vous localise, vous confirmez votre destination. L'application fait les calculs et vous donne le montant relatif à la course que vous vous apprêtez à faire. Vous spécifiez le mode de paiement qui vous convient. Les créateurs de Gozem espèrent que cette nouvelle application novatrice réconcilie clients et conducteurs de taxi-moto. Cela ne peut que diminuer le stress au guidon et par conséquent rendre les routes togolaises moins dangereuses. Des motos pour nous conduire au cinéma à présent et puis donc et surtout de parler de Wanuri Kaiu, la réalisatrice du film kenyan Rafiki, qui a déposé une plainte contre la décision de la commission kenyane de la censure d'interdire son long métrage au motif qu'il traite de l'amour entre deux femmes. Rafiki est le premier film kenyan jamais sélectionné à Cannes, où il a été présenté début mai dans la sélection Un certain regard. Les plaignants souhaitent notamment une levée de l'interdiction afin que le film soit sélectionné par le comité des Oscars dans la catégorie meilleur film en langue étrangère pour la cérémonie 2019. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Au plaisir.